que je m'apprête à faire va dans le sens de ce que tu viens de faire, mais en allant cette fois-ci plutôt de la sociologie à la philosophie. Je ne sais pas si Maxime, tu veux que je dise qui je suis. Enfin, aujourd'hui, je fabrique des documentaires radiophoniques pour France Culture. En tout cas, c'est mon activité principale. Mais avant ça, j'ai fait de la philosophie politique à l'université Paris 8 jusqu'à la thèse. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé aujourd'hui d'essayer de faire quelques remarques du point de vue de la philosophie politique sur ce mot très très compliqué et qui n'a cessé d'évoluer dans le temps, comme vous l'avez compris, sur ce mot de peuple. Donc j'ai proposé de faire 9 remarques qu'on a nommées ici, en allant, vous allez le comprendre, en essayant d'aller du plus courant au plus conceptuel, disons, du plus simple au plus compliqué, et surtout d'une approche sociologique, une approche, disons, plus comptable de ce que peut être la définition du peuple, à une approche qui se voudrait plus philosophique. C'est en ça que je dis qu'il y a, je crois, un rapprochement avec ce que tu disais, c'est-à-dire d'une approche linguistique structuraliste à une approche plus philosophique, quoi. Donc voilà, 9 remarques qui dessinent pas nécessairement un fil logique, qui dessinent peut-être une évolution, mais voilà, qui n'est pas forcément guidée par une logique. La première remarque que je voulais vous faire, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est l'idée que, à mon avis, une des difficultés que donne à entendre ce mot de peuple, c'est ce qu'on appelle en linguistique ou en sémantique son caractère amphibologique. Ce qui est un mot un peu savant, mais qui vient du grec amphibolia, qui signifie ambiguïté et qui signifie double sens. Double ou multiple sens, comme vous l'avez compris. Peuple peut vouloir désigner aussi bien la totalité, nous le peuple, we the people en anglais, dans les constitutions, le peuple français, le peuple américain, le peuple arabe, mais aussi le peuple dans un sens beaucoup plus restreint, qui serait, et là la liste des synonymes est quasiment sans limite, les sans-parts, les défavorisés, les indigents, les pauvres, les plébéiens, les prolétaires, les nécessiteux, les miséreux, les sans-dessous, les modestes, les manges pas chers, les misérables, etc., etc. Enfin, tous ces mots plus ou moins synonymes qui désignent une partie du tout pour parler du peuple. Et qui a longtemps été, en tout cas avec le mot de prolétaire, sans doute la principale définition du mot de peuple dans l'orthodoxie marxiste. Et puis on pourrait ajouter un troisième sens à ça. C'est un sens désormais plus courant en anglais, c'est people. Mais quand on dit les people, et qui serait presque l'inverse de ce que je viens de citer, c'est-à-dire les people, ce serait désormais les gens célèbres, les gens médiatisés, les gens exposés. Et ça serait presque le contre-pied de peuple au sens de prolétaire ou plébéien ou défavorisé, comme disent les sociologues, etc., etc. Voilà. Et à mon avis, c'est une des difficultés que donne à voir et à dire ce terme. L'année dernière, j'ai mené beaucoup d'entretiens comme ça, un peu à la volée, à Tulle, avec des gens que je rencontrais plus ou moins par hasard, en leur demandant « Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le peuple ?» Moi, je serais sans doute incapable de répondre à cette question si on me la posait comme ça dans la rue, mais je l'ai posée à un ancien berger devenu maire de village, à une ancienne prof d'anglais devenue éleveuse, à un prêtre, à un régisseur de théâtre, à un homme politique, à une écrivaine, à un salarié d'association. Bref, à des gens issus de milieux sociaux, comme on dit, très différents. Et s'il y a une chose qui revenait sans cesse, s'il y a un invariant dans les réponses qui m'ont été faites, c'est que personne ne m'a jamais dit « je suis le peuple ». Personne n'a jamais répondu spontanément « je fais partie du peuple ». Et ça, à mon avis, ça tient en partie, sur le plan linguistique et sémantique, au fait que ce mot est toujours très indéterminé selon s'il désigne le tout ou une partie du tout ou encore autre chose. Voilà pour ma première remarque. Et je vais aller plus vite pour les suivantes, ne vous inquiétez pas. La deuxième remarque, pour le coup, elle se veut sociologique. C'est que si on considère le mot peuple au sens, disons, des défavorisés, de ce qu'on appelle les déshérités dans le vocable sociologique parfois très contestable, de ce point de vue-là, une chose est sûre, c'est que le peuple, aujourd'hui encore, ça existe.
Et je voulais... et vous verrez, je vais progressivement contester cette définition-là du peuple, mais je voulais quand même, pour commencer, citer un certain nombre de chiffres sur la situation en France, de ce que serait le peuple dans ce sens-là, dans le sens des défavorisés, pour montrer que, bon, si on s'arc-boute sur cette définition-là, sur la définition du peuple comme prolétaire, ça existe. Et à mon avis, c'est intéressant aussi, de toute façon, de remettre sans cesse en branle ces termes-là et ces chiffres-là, parce que, bon, je crois qu'ils sont assez parlants. On pourrait en sélectionner beaucoup, moi j'en ai isolé quelques-uns, mais notamment le fait que, en France, compte tenu du niveau de vie médian des Français, c'est-à-dire le revenu moyen des Français, qui est, je l'ai appris, je ne le savais pas, qui était en 2022 de 2027 € par mois, en moyenne, les Françaises et les Français gagnent médian. Moyen au sens proportionnel. Enfin, non, là, en l'occurrence, c'est médian. Oui. Oui, on est d'accord. Non, c'est médian, c'est médian. Eh bien, si on calcule du point de vue du revenu médian à 50% de ce qu'il est le seuil de pauvreté, parce que si vous voulez, il y a différentes façons de calculer le seuil de pauvreté, selon qu'on le fixe à 40, 50 ou 60% du revenu médian. Vous me suivez? Eh bien, si on prend la moitié, si on prend 50%, et ça fait l'objet de beaucoup de controverses au sein des instituts de mesure, mais si je prends 50%, eh bien, en France, il y a 5 millions de pauvres, soit 8,1% de la population de gens qui sont à 50% du revenu médian. Il y a 13 années de différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. 13 années. Hein. 2,4 millions de Français ont eu recours cette année aux banques alimentaires. Il y a, selon la fondation mal nommée Abbé Pierre, bientôt dénommée Abbé Pierre, 330 000 personnes à la rue et 4,1 millions de personnes considérées comme mal logées. Et puis, peut-être plus intéressant encore, enfin ça c'est des chiffres un peu spectaculaires, mais les ouvriers, en tout cas cette catégorie socio-professionnelle qu'on appelle ouvriers, correspond aujourd'hui en France à 18,9% de l'ensemble des personnes en emploi. Donc, disons, si on considère que le peuple, ce sont les prolétaires ou les défavorisés ou les déshérités, ces chiffres disent quelque chose de l'existence toujours de cette catégorie de la population qui n'est pas la classe moyenne, quoi. Bon. Voilà pour une deuxième remarque, si on décide de prendre ce mot de peuple en son sens le plus sociologique. Troisième remarque, toujours pour aller dans ce sens-là, on a vu ces dernières années, vous en avez cité quelques-unes, on a vu un certain nombre de luttes qui ont donné à voir et donné à apparaître ce qui pourrait s'apparenter à un peuple au sens sociologique. J'en ai fait une liste, mais aussi parce que je pense que c'est important de remettre en mouvement ces noms et toutes ces histoires. Une liste de mouvements récents advenus en France ces dernières années. Nuit debout, les contestations diverses et multiples de la loi dite El Khomri, les mouvements féministes sous toutes ses formes contemporaines, les gilets jaunes, les bonnets rouges, les soignantes et les soignants pendant le Covid-19, les soulèvements des banlieues après le meurtre de Nahel Merzouk, la lutte contre la réforme des retraites, les soulèvements de la terre, etc., etc. Ça aussi pour dire, troisième remarque, et toujours très simplement que, de ce point de vue-là aussi, le peuple se donne à voir, et se donne à voir dans la rue, et ça ne serait pas vrai de dire que le peuple a disparu de ce point de vue-là. Bon. Mais j'en viens maintenant à ma quatrième remarque. Longtemps, on le sait, ces revendications, telles que je viens de les citer, ces différents mouvements, très hétérogènes, mais qui, à mon avis, ne sont pas pour autant non universalisables, et ça pourrait être une question à se poser aussi aujourd'hui. Longtemps, ces différents mouvements étaient plutôt identifiés, et les formes d'existence qu'elles incarnent étaient plutôt identifiées à ce qu'on appellerait la gauche de l'échiquier politique.
correspondait plutôt sur l'abscisse politique à des mouvements pris en charge par la gauche. Aujourd'hui, on le sait, et depuis maintenant au moins 2 décennies, le Rassemblement national a ouvert son socle électoral et très clairement, les chiffres que je donnais avant, par exemple, ne correspondent plus du tout à un vote de gauche univoquement en France. Bon. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, évidemment. C'est l'objet de beaucoup de débats, y compris au sein de Peuple et Culture, en tout cas pour ce que j'en ai vu. Je voulais ici, dans ce 4e point, je voulais évoquer avec vous un concept sociologique que j'ai trouvé particulièrement intéressant et opératoire pour penser ce phénomène d'une explosion du vote dit populaire et sa recatégorisation auprès du RN. Et ce concept, c'est le concept de conscience sociale triangulaire, dont je vais vous lire la définition. C'est une expression qui a été forgée récemment pour exprimer le fait que le sentiment d'aliénation des classes populaires au sens large, englobant donc tous les individus qui, aujourd'hui, sont privés de capital financier ou culturel, se tourne dans 2 directions à la fois. Et j'insiste sur le « à la fois » car c'est ça la conscience sociale triangulaire. Le fait que ces personnes-là, désormais, mènent des luttes à la fois contre les dominants, avec un ressentiment devant l'enrichissement de plus en plus grandissant qui se donne à voir au niveau des classes sociales les plus favorisées et privilégiées en France, mais aussi vers les exclus. Et c'est ce sentiment de déchirement que peuvent avoir un certain nombre de classes sociales dites populaires qui les fait aller à la fois contre les exclus et contre les dominants. Et ça, je pense que c'est un phénomène aussi qui est très récent en réalité, et qui se greffe sur ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de mépris de la misère, qui, à mon avis, n'était pas incarnée comme elle l'est aujourd'hui. Un an après le début des Gilets jaunes, j'ai passé beaucoup de temps à Commercy, où ont été organisées les premières assemblées générales des Gilets jaunes. Et une des choses qui m'était répondue très régulièrement par les gens que j'interrogeais, c'était « mais il y a des gens qui sont des profiteurs ». Et j'étais extrêmement frappé à chaque fois de voir à quel point cette colère-là s'organisait et se regroupait contre des gens auprès desquels, auparavant, dans la conscience sociale qui était, disons, celle marxiste et post-marxiste, il y aurait eu plutôt un sentiment de solidarité qui se serait noué. Et voilà, et ce terme de conscience sociale triangulaire, je trouve qu'il a le mérite de bien dire cette espèce de sentiment de déchirement que peut avoir aujourd'hui. Je ne sais plus, mais je vais vous le retrouver, je vous dirai. Et un autre exemple que je voulais citer, et puis pour parler de moi, c'était, vous vous en souvenez peut-être, cette fameuse vidéo qui avait énormément circulé en décembre 2018, au moment des mouvements El Khomri. C'était ce policier qui avait filmé à Mantes-la-Jolie une classe de lycéens à genoux sur le bitume mouillé, les mains sur la tête, et qui disait dans la vidéo, vous vous en souvenez peut-être, « Voilà une classe qui se tient sage ». Pour moi, cette expression, je pense que dans sa bouche, il n'en entendait pas forcément l'amphibologie ou le double sens, mais très clairement, moi, en tout cas, j'ai entendu à ce moment-là la classe de lycéens qu'il avait fait mettre à genoux, mais aussi la classe sociale. Et les policiers, historiquement, dans le dernier livre de Jacques Rancière, il parle des policiers en disant « ces hommes dont le métier est d'obéir aux ordres et d'enfermer les gens ». Ça me plaisait bien comme définition. Très clairement, quand on regarde la sociologie des corps policiers en France, c'est une sociologie qui devrait, du point de vue de ce qu'on appelle l'homologie structurale sociologique, c'est une homologie qui devrait plutôt les ramener du côté des classes sociales défavorisées. Sauf qu'il y a une espèce de nouveau aussi conservatisme de cette conscience sociale triangulaire qui fait qu'un policier peut dire ça d'une classe de lycéens à Mantes-la-Jolie à qui il a fait mettre
les mains sur la tête. J'en viens à ma 5e remarque. Ça va, je suis pas trop long, là? Ouais. Et la digestion n'est pas... Bon. Non, écoutez, je vais passer ma 5e remarque et je vais en venir en fait directement à la 6e. La 6e, je l'ai intitulée « Un manque positif », en référence à cette phrase de Paul Klee que vous connaissez peut-être et qui a été beaucoup ensuite réutilisée, notamment dans la philosophie, « Un peuple manque ». Car je crois que, au-delà de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur ces définitions sociologiques du peuple, je crois que c'est important et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a du mal à définir le peuple. Je pense qu'il est important de ne pas se contenter d'une définition en négatif du peuple, comme on le fait la plupart du temps. Que le peuple, ce n'est pas seulement ou ce n'est pas les gens à qui il manque de l'essence pour travailler, de l'argent pour finir leur fin de mois, de la culture pour comprendre la société dans laquelle ils vivent, une épargne pour leur retraite ou tout simplement de l'espoir dans l'avenir qui se déploie devant eux. Ça, c'est souvent la définition qu'on donne du peuple. Mais je crois qu'il faut essayer aussi de créer, en tout cas c'est ce qu'une frange de la philosophie politique contemporaine a essayé de faire, il faut aussi essayer de créer un manque positif et de déplacer l'idée que le peuple se donnerait à entendre comme en négatif de ce qu'il est. Il faudrait réussir à produire une définition positive aussi de la fameuse question « que faire ?» qui a traversé la philosophie politique. Que faire, c'est peut-être déjà, et on en parlait hier, c'est peut-être déjà ce qui se fait. C'est peut-être déjà les choses qui sont en mouvement dans notre société, et que poser la question que faire, c'est peut-être déjà commencer à y répondre par le fait même de poser la question que faire, en tout cas de créer un manque positif pour essayer de définir le peuple. J'en viens à ma remarque 7. Or, une des difficultés aussi dans le fait de créer cette définition positive et ce manque positif du peuple, c'est le fait que la culture dominante bourgeoise, et de plus en plus, je crois, aujourd'hui, a contribué à ancrer dans l'imaginaire collectif l'idée que la culture populaire, ou que la culture du peuple, c'était d'abord et avant tout une culture de l'inculte. Et que la culture bourgeoise incarnait non seulement la culture qui se devait être dominante, mais en plus la seule culture possible, valide, légitime, contre une culture populaire qui ne correspondait pas aux critères de ce que devait être et doit être la culture. Et ça, je pense qu'il y a aussi évidemment un travail très important à faire pour défaire l'idée. Et Pasolini, par exemple, le cinéaste et essayiste Pier Paolo Pasolini, qui disait les fascistes italiens pendant la guerre n'ont pas réussi à instaurer le fascisme en Italie, mais la bourgeoisie est en train de réussir à le faire. En partie en détruisant la culture populaire et en partie en ancrant dans les imaginaires l'idée selon laquelle la culture du peuple serait une culture inculte, une culture en moins, une culture en négatif. Et j'en viens, alors que une certaine culture populaire, évidemment, a tout pour défaire ce que serait la culture bourgeoise. Le non-rapport à la consommation, le rapport au collectif, dans une société atomisée et fervente de l'individualisme possessif, les dangers de l'idée communiste ou de la solidarité participante, de la redistribution des richesses, le rapport au vivant, toutes ces choses qui peuvent s'incarner dans ce qu'on pourrait appeler une culture populaire, évidemment, sont fondamentalement des choses qui vont contre la culture bourgeoise dans ses formes hégémoniques et dans les formes qu'elle incarne aujourd'hui. J'en viens à ma remarque 8, et c'est au fond là que je voulais venir jusqu'à maintenant dans le raisonnement que je mène devant vous. Je crois qu'il faudrait pouvoir peut-être dépasser l'idée qu'un peuple soit une composition de groupes sociaux, comme la définition que je vous en ai donnée tout à l'heure en vous donnant par exemple un certain nombre de chiffres, un certain nombre de groupes sociaux qu'on subsumerait, qu'on regrouperait sous l'étiquette de peuple, mais aussi qu'il faudrait dépasser l'idée que ce soit une logique comptable qui en domine la définition. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on appelle les logiques
socialement situé dans la sociologie. Je propose d'arrêter de penser le peuple comme une notion sociologique. Je crois que le peuple n'est pas justement un concept sociologique, que ce n'est pas une mesure, que ce n'est pas, et que c'est au contraire à la fois une notion programmatique et une notion politique, qu'en tout cas la philosophie permet de le penser de cette manière-là. Qu'il ne s'agit plus à la manière des sociologues, et j'en veux pour preuve toute l'œuvre de Bourdieu sur la question des héritiers, il faudrait arrêter de négocier l'intégration du peuple dans la société bourgeoise, mais de remettre en cause la société bourgeoise qui fait désormais du peuple un objet d'étude, au mieux un folklore, au pire un exotisme, dont elle fait la plupart du temps des parures décoratives pour sa sociologie. Le peuple, je le répète, je crois, ne doit pas être un concept sociologique, mais un concept programmatique et politique qui fait apparaître du dissemblable, luttant contre la disparition, ou, pour citer cette formule que tu aimes bien, Manet, la disparition de la disparition. Et j'en viens à ma dernière remarque, qui va me faire aussi revenir sur cette expression de Paul Klee, sur le peuple qui manque. Et là, ça c'est peut-être toi qui devrais en parler. C'est une citation de Kramer, le cinéaste Kramer, dans City of the Plain, un film sur le nord de la France, où il filme effectivement des usines qui ont été, enfin la désindustrialisation, en montrant que on supprime aussi les traces. C'est le cas par exemple à Tulle aussi, où par exemple on a effacé de la géographie de la ville, des bâtiments très très beaux du 19e siècle, peut-être les plus beaux de la ville, parce que c'était le signe donc d'une présence ouvrière, la disparition de la disparition. Je suis plus à l'aise à tendre un micro que... Et ma dernière remarque, et si vous permettez, je vais la lire peut-être un peu plus que les autres. Alors oui, pour finir, que l'on dise le peuple ou les peuples, je pense qu'en définitive, et précisément pour ne pas se réduire à la définition économique ou sociologique, c'est peut-être pas la question qui importe, ou plutôt il faudrait réussir à dire plus souvent du peuple qui manque, c'est-à-dire du peuple qui refuse d'adhérer à sa territorialité, qu'elle soit comptable, sociologique ou de gouvernance. Et c'est là qu'on se met d'ailleurs à substituer à peuple la notion de population. Et il y aurait beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, sur la façon dont quelqu'un comme Michel Foucault a essayé de montrer que toutes les logiques de gouvernance des individus, par la statistique, par le chiffre, par la comptabilité, par la démographie, par l'ensemble de ces sciences sociales qu'on invente au XIXe siècle, ont contribué à créer le concept de population qui a progressivement remplacé le concept de peuple comme un concept politique tel qu'il était utilisé par exemple pendant la Révolution française. Mais on y reviendra si vous voulez dans la discussion, mais en tout cas s'éloigner le plus possible de cette notion de population vers laquelle, je crois, une certaine sociologie tend à ramener la notion de peuple. Entendre du peuple comme ce qui fait peuple dans les expériences que l'on voit partout, tout le temps, que des documentaristes, que des écrivains, que des écrivaines, que des cinéastes essayent sans cesse de mettre en lumière ce qui fait peuple plutôt que ce que serait et devrait être le peuple. Comme ce qui ne cesse, dans ce qui fait peuple, de se déterritorialiser, pour parler comme Gilles Deleuze. Entendre ce qui fait peuple comme le processus d'auto-éducation, au sens étymologique du terme d'éducation, qui signifie, je vous le rappelle, conduire ailleurs, d'un ensemble d'individus et de pratiques qui se définissent en s'inventant. Je ne sais donc plus s'il importe tant que ça d'ajouter un serpentin ou un S à la fin du mot pour donner son nom à l'association, mais il importe par-dessus tout, à mon avis, de redescendre dans l'arène ennemie, comme le disait Monique Wittig, pour se battre en rejoignant ces mots-là. Je dis donc ni un peuple, ni des peuples,
mais du peuple, quand nous nous efforçons de le faire ou les faire davantage exister, de faire voir et de faire entendre partout, autant que possible, sous différentes formes, l'ensemble des individus qui luttent dans une ferveur discrète, patiente, obstinée, sauvage, sabotante, pour s'échapper, inventer une communauté de principes, donner à entendre d'autres modes d'existence, d'autres formes relationnelles ou d'autres expériences de vie compatibles avec le monde contemporain et contre son grotesque, d'autres libertés au loin, pour citer le titre du dernier livre de Jacques Rancière. Voilà, je vous remercie.